Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlerons méthode Montessori. Que vous soyez parent ou professionnel, vous découvrirez des astuces et outils pour développer à la fois l'autonomie, la motivation, mais aussi la confiance en soi des enfants. Je suis Grazielle Brackmore, formatrice et éducatrice Montessori, auteure du livre Heureux d'apprendre avec Montessori. Mon objectif est de parler de cette méthode de manière ludique et sans culpabilisation. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et rendez-vous en descriptif pour découvrir les liens qui mènent vers nos actualités du moment. Et bien sûr, vous aurez aussi accès à des e-books gratuits ou des vidéos qui vous permettent d'aller plus loin. Au plaisir! Nous allons maintenant donner plus de détails sur la manière d'accompagner un bébé sur les principes de la méthode Montessori. Déjà, je tiens à rappeler que cette méthode a pour objectif de développer l'autonomie, la motivation, la concentration de l'enfant tout en respectant son rythme. Alors, j'ai fait une vidéo spécifique pour bien comprendre les principes clés de cette méthode que tu peux retrouver donc sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à consulter le lien en question. Si on va plus en profondeur pour ce qui concerne les bébés, donc on va dire les enfants entre 0 et 3 ans, c'est une tranche d'âge qui correspond au premier plan de développement dont Maria Montessori parle, celle qui a créé cette méthode. Le premier plan de développement va de 0 à 6 ans. Donc 0-3 ans, c'est la première partie du premier plan de développement. C'est une phase où l'enfant se trouve dans un esprit absorbant. Donc Maria Montessori parle d'un esprit absorbant. C'est le moment où cet enfant absorbe tout ce qu'il va trouver dans son environnement. Et bien sûr, c'est challengeant parce qu'à la fois, si on lui montre des choses, eh bien, il n'aura plus qu'à les reproduire. Tant que c'est des choses qui sont positives, on dira. Mais à l'inverse, il faut être très exemplaire parce que si on montre à un petit qu'on boit la bouteille, par exemple, eh bien, il va reproduire également les choses qui sont dites négatives, si on peut s'exprimer ainsi. Retenons quand même que cet esprit absorbant nous sera très utile pour accompagner et guider l'enfant, car c'est lui qui va finalement nous montrer ce qui l'intéresse dans son environnement. Les particularités pour un bébé vont être celles-ci. C'est qu'on va lui proposer un environnement qui sera adapté. Un environnement adapté pour un bébé va dépendre de là où il se situe selon son âge. Au début, entre 0 et 18 mois, dans la méthode Montessori, on parle de nido. C'est le moment où l'enfant, eh bien, il n'est pas encore tout à fait marcheur. Hein. Il y en a certains qui commencent déjà à marcher, mais c'est peut-être pas une marche assurée. Et là, on va avoir un environnement où on va proposer à bébé eh bien, un tapis au sol où il pourra développer sa motricité de manière libre. On parle même de motricité libre. Cette notion de motricité libre, Émile Pickler a également eu l'occasion de le développer dans les années 60, donc après Maria Montessori, hein, puisque Maria Montessori, c'était il y a plus de 100 ans. Et l'objectif de cette motricité libre, c'est de permettre en fait à bébé de découvrir sa motricité en étant de manière le plus autonome possible. C'est-à-dire que je ne vais pas accélérer le processus en mettant mon bébé assis alors qu'il n'est pas prêt. Je ne vais pas non plus accélérer le processus en tenant mon bébé pour qu'il marche alors qu'il ne sait pas encore marcher. Mais à l'inverse, je ne vais pas non plus le contraindre en l'enfermant dans des transats toute une journée ou dans des chaises hautes, etc. L'idée sera de poser bébé au sol sur un tapis. Et ainsi, l'enfant va développer sa motricité de lui-même. Cette notion de motricité libre est très, très, très fondamentale dans la méthode Montessori adaptée au bébé. En plus, cette motricité libre sera très bénéfique pour ce qu'on appelle l'intégration des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, ce sont ces mouvements que le bébé a à sa naissance. Des mouvements qui sont très spontanés. Par exemple, je vais passer mon doigt dans la main d'un petit, hop, tout de suite, il va refermer sa main. Et normalement, en grandissant, ces mouvements qui sont donc involontaires hein, au début vont tout doucement disparaître pour laisser place à des mouvements volontaires. C'est quand le bébé voudra fermer la main qu'il fermera la main. Et si ces réflexes ne sont pas bien intégrés dans le cerveau, eh bien, ça peut générer plus tard des problèmes d'apprentissage, des problèmes de concentration, etc., etc. Et permettre à un bébé de rentrer pleinement dans sa motricité en passant par les différentes phases, de ramper, de quatre pattes, etc., va grandement aider l'enfant à pouvoir intégrer tous ces réflexes. Voilà, fermons la parenthèse sur les réflexes archaïques. Si je vais un petit peu plus loin maintenant, une autre caractéristique de la méthode Montessori adaptée au bébé, ça va être le fait d'aménager un environnement qui sera propice au développement de ce petit. On a souvent des zones dédiées, donc on aura une zone dédiée au sommeil. Pour les bébés, l'idée sera vraiment d'avoir une chambre qui soit la plus épurée possible, avec un lit
qui peut être directement au sol, hein, si vous n'avez pas peur des scolopendres ou encore des petites bêtes qui peuvent courir partout en fonction de là où vous habitez. Il y en a qui comprendront ce que je veux dire par là. Puisque l'avantage du lit au sol, c'est que ça va permettre en fait au bébé de s'habituer à ressentir sa fatigue et à aller en autonomie dans son lit et à en sortir. Bien sûr, le petit a encore besoin d'être contenu, donc on peut bien évidemment mettre autour du lit de quoi pouvoir permettre à bébé de se sentir contenu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez aménager un espace qui permette à bébé de se sentir vraiment comme dans un petit cocon. Autre chose, vous pouvez aménager un espace qui sera dédié donc au change. Au début, quand le bébé est petit, ça va être sur la table allongée. Mais plus l'enfant va grandir, plus on peut imaginer un espace de change où le bébé va être acteur. Quand bébé commence à tenir debout, eh bien, c'est peut-être lui qui va essayer de mettre la couche lui-même ou essayer d'attraper dans un tiroir à sa hauteur et à sa taille les petites couches. Vous voyez, impliquer l'enfant dans les tâches du quotidien sera très bénéfique, notamment dans la partie qui concernera le change. Une autre aire très intéressante à développer, ça sera l'ère du repas. Alors au début, si bébé est allaité ou qui prend le biberon, ça peut être tout simplement une chaise où maman s'installe si elle lui donne le sein, ou papa s'installe s'il donne le biberon par exemple, et si possible, toujours au même endroit parce que ça va rassurer bébé. En effet, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que vous pouvez consulter avec plaisir, c'est important que le bébé se sente en sécurité et de maintenir l'ordre, un endroit où bébé reviendra toujours pour manger, ça va le rassurer. Quand il va grandir, l'espace de repas, ça peut être dans la cuisine bien sûr, mais l'idée c'est de proposer un espace de repas où l'enfant peut en autonomie venir s'installer à une petite table avec une petite chaise, ou de lui-même, il va pouvoir peut-être mettre la table, se servir lui-même, essayer de manger lui-même. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va développer l'autonomie du tout petit. Et tout ça, c'est très bénéfique pour le développement de son cerveau. Un enfant à qui on permet de faire des tâches de la vie quotidienne, de mettre la table, de faire le ménage avec nous, de faire le repas avec nous, eh bien, ça va permettre quoi? Ça va permettre à cet enfant de développer ce que l'on appelle des fonctions exécutives. Dans les neurosciences, ce sont en réalité des compétences qui vont être très utiles plus tard pour ces apprentissages. Ça peut être des compétences, par exemple, de mémoire, de travail, la compétence de contrôle inhibiteur, de savoir se concentrer, la compétence aussi de planification, savoir, je vais passer de telle étape à telle étape. Alors un bébé, je dis bébé, mais disons à partir de 18 mois à peu près, à qui on donne comme mission d'aller nettoyer la table, il faut qu'il se souvienne où est l'éponge. Il travaille sa mémoire. Il faut qu'il se souvienne par quelle étape je commence. Est-ce que je vais d'abord mouiller l'éponge, l'essorer? Qu'est-ce que je fais en premier? Donc, il va devoir retenir les différentes étapes et planifier son travail. Il va aussi devoir faire preuve de concentration. Parce que pendant que je nettoie la table, s'il y a mon grand frère à côté qui fait ses leçons ou qui chante, je dois rester focus sur ce que je fais. Et toutes ces fonctions vont se développer. Si vous permettez à votre bébé d'être tout petit, de participer aux tâches de la vie quotidienne, voilà. Vous avez déjà ici une idée finalement des grands principes à appliquer à la maison, ou même en tant que professionnel, en tant qu'assistante maternelle ou en tant que professionnel de crèche, sur la manière dont vous pouvez mettre en place un environnement adapté à votre bébé. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas, vous pouvez voir dans nos liens, vous serez redirigé vers nos programmes. On a des programmes en ligne, mais on a aussi des formations en ligne. Il y en a une d'ailleurs très bientôt qui aura lieu en Guadeloupe, si vous souhaitez y participer. Maintenant, je vous propose de découvrir un petit peu plus en détail, selon l'âge de l'enfant, quelles sont les spécificités des petits et quelles activités on peut proposer. En effet, selon l'âge du tout petit, les activités qui vont être proposées, l'environnement qui va être mis en place, va évoluer. L'environnement, il est dit dynamique. J'observe mon enfant, je regarde à quel stade de développement il se situe, et là, je viens adapter. Tant que bébé était dans une motricité peu développée, peut-être que j'avais juste besoin de mettre un tapis au sol, ça suffisait largement. Maintenant, bébé grandit, commence à ramper partout, je vais mettre en sécurité les lieux et devoir peut-être ranger et déplacer des choses pour que le bébé soit en toute sécurité. Alors, on va commencer peut-être, pourquoi pas, de parler de ce qui se passe avant la naissance. Avant la naissance, le petit a le sens du toucher qui est très développé. Et il ne faut pas hésiter à travers des techniques comme l'aptonomie, qui consiste à venir toucher le ventre de la maman, parler à bébé, rentrer en connexion avec le bébé pour communiquer avec lui. Ça va permettre déjà de créer des liens familiaux. Ça peut être le papa, les frères, les sœurs, les tantes, la maman elle-même. On va rentrer en contact avec notre petit.
Ensuite, une fois que le bébé est en monde, entre 0 et 3 mois, ben, le petit ne bouge pas beaucoup et il a une vue qui n'est pas très développée. On peut par exemple proposer des images très contrastées en noir et blanc ou encore des mobiles. Alors attention, les mobiles vont être proposés à des moments d'éveil du bébé. On va éviter de mettre les mobiles finalement pendant le temps de sommeil. Souvent, on trouve cette erreur qui est assez fréquente puisqu'on se dit oui, ça va apaiser bébé. Alors qu'en réalité, le mobile, c'est un moment où l'enfant sera concentré à observer son mobile. C'est pas ça qui va l'apaiser pour l'endormissement. Donc, on va privilégier les mobiles avec un portique sur un tapis d'activité lors des temps d'éveil du bébé. Et quand il est tout petit, la méthode Montessori parle du mobile de Munari, qui est un mobile en noir et blanc. Alors, bien sûr, quand l'enfant grandit, à partir de allez, 3, 4, 5 mois, ça y est, il commence à avoir de nouvelles compétences. Il peut par exemple attraper des objets. On peut commencer à lui proposer aussi plus de couleurs dans son environnement, des mobiles colorés, comme le mobile de Gobi dans la méthode Montessori. Et bien sûr, on peut lui proposer tout un tas de hochets qu'il va pouvoir attraper, tenir, secouer pour voir la notion de cause à effet. Vers 6 mois, entre 6 et 10 mois, le bébé peut commencer à tenir assis. Et là, on peut lui proposer notamment des activités dites de permanence de l'objet. Cette notion de permanence de l'objet, vous savez, c'est une compétence que l'enfant acquiert vers 9 mois à peu près, où il commence à comprendre que si un objet disparaît de sa vue, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Et c'est intéressant de faire des activités dites de permanence de l'objet avec un enfant de cet âge-là, parce que c'est aussi vers 9 mois que l'enfant a cette peur de l'abandon, qu'il commence à comprendre que oh, si maman disparaît, ça se trouve, je ne vais pas la revoir, et qu'il va s'inquiéter et qu'il aura besoin d'être rassuré. Et en faisant ces activités de permanence de l'objet, eh bien, ça va lui permettre de comprendre et de s'apaiser sur le fait que lorsqu'il ne voit plus quelqu'un de son entourage, ça ne veut pas dire que cette personne disparaît à vie. Voilà, des exemples d'activités pour des enfants entre 6 et 10 mois. C'est aussi l'âge des premières syllabes. L'enfant commence à vous dire ses premiers petits bouts de mots. C'est assez intéressant. Et bien sûr, quand l'enfant grandit vers 11 mois, 12 mois et au-delà, l'enfant commence à faire ses premiers pas, à dire ses premiers mots, et on peut aller vers plus de motricité globale. Là, en termes de motricité, on peut commencer à lui proposer de monter des escaliers, pourquoi pas faire aussi de la motricité fine à travers des activités qui vont faire travailler ses petits doigts. Et plein de petites activités d'ailleurs qui seront propices à la préparation de sa main à l'écriture. L'enfant d'ailleurs aura très envie de dessiner à un moment donné. Le conseil que je vous donne dès maintenant, c'est d'éviter de lui donner un stylo, un feutre, c'est-à-dire un outil scripteur qui n'est pas adapté à sa petite main d'enfant. Tant que l'enfant n'est pas encore prêt finalement à tenir un crayon avec la pince, les 3 doigts, privilégiez plutôt des outils scripteurs ou en tout cas des grosses craies très épaisses et très larges qui vont inciter l'enfant à le tenir plutôt comme ça, de manière à ce que petit à petit, eh bien, il soit habitué, à force de travailler sa motricité fine, à tenir correctement un crayon ou un stylo. Quand l'enfant est plus grand, vers 18 mois, entre 18 mois et 3 ans, alors là, on a un grand qui est capable, ça y est, de sauter, de taper dans un ballon. Et là, en termes de motricité, faites-vous plaisir, emmenez-le dans un parc de jeux, il y a de quoi faire et ils vont adorer. Ils sont vraiment dans ce que Maria Montessori appelle la période sensible du mouvement. Et là, il faut y aller. Permettre à ce tout petit d'être dans le mouvement, de courir, de danser, etc. Ça va être très intéressant pour cet enfant. En termes de motricité fine, encore une fois, on peut aller vers des activités de plus en plus complexes, où il pourra enfiler des perles, où il pourra, on peut rappeler toutes ces activités de vie pratique dont j'ai déjà parlé, faire la cuisine avec vous, faire le ménage, essuyer la table, etc. Toutes ces activités vont être très bénéfiques pour son bon développement. Bien sûr, on retiendra que entre 18 mois et 3 ans, c'est aussi l'âge des premiers refus. L'enfant s'affirme, il a, voilà, face à un parent, face à un adulte, il commence à dire non. Donc, c'est aussi le moment où on va devoir trouver des solutions pour gérer les émotions du tout petit. D'ailleurs, j'ai envie de vous recommander un auteur qui s'appelle Catherine Guéguen, qui a écrit de nombreux livres sur le développement du cerveau du tout petit. Et elle explique très bien, cet auteur, que le cerveau des enfants n'est pas tout à fait formé et qu'il leur faut du temps, notamment la partie avant du cerveau que l'on appelle le cortex préfrontal, qui permet en fait une bonne gestion des émotions avec du recul.
Eh bien, cette partie, en réalité, et Maria Montessori, avant-gardiste qu'elle était, elle avait observé que l'enfance se terminait à 25 ans. Les neurosciences montrent que ce cortex préfrontal, il est complètement formé à 25 ans. Et des auteurs comme Catherine Guéguen nous montrent qu'il faut quand même attendre 4-5 ans pour qu'un enfant commence tout doucement à mieux gérer ses émotions. Soyons patients envers nos tout petits et la meilleure des choses à faire, c'est d'accueillir l'émotion quand elle est là, voilà, de permettre en fait finalement à ce tout petit de pleurer, d'être en colère. Et en dehors des temps de tempête émotionnelle, on prend un temps pour prendre un livre, pour parler des émotions, pour lui dire, rappelle-toi quand on était au magasin et que maman n'a pas pu te prendre le paquet de bonbons que tu désirais, tu étais comment? Tu étais triste, tu étais en colère, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Et comme ça, en dehors des temps de tempête émotionnelle, l'enfant est capable de mettre des noms sur les émotions. Ce qui va l'aider, au fur et à mesure qu'il grandit et que son cerveau se forme, d'être capable de dire, dans certaines situations, là je suis triste, là je suis en colère, là je suis comme ça. Et ça va grandement l'aider. Vous serez vraiment un guide pour lui finalement dans la gestion de ses émotions. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer en termes, on va dire, d'activités que vous pouvez proposer à votre enfant qui finalement traverse des phases différentes entre 0 et 3 ans. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager à des parents, des professionnels qui seront contents de découvrir ces astuces ludiques à appliquer avec leur bébé. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller en descriptif. Vous pourrez avoir accès à nos différents liens qui mènent vers nos réseaux et vers nos actualités du moment et notamment prochainement, nous aurons notre formation Montessori en présentiel en Guadeloupe, mais nous avons aussi des programmes en ligne adaptés pour les parents qui ont des tout petits. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt mes papillons.